Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, on va parler de différents sujets. On va parler de Jake Paul, on va parler d'un combattant incroyable qui a fait un périple encore plus incroyable pour combattre à l'UFC et de bien d'autres choses encore. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que oui, la mission Road to 100 G's est pleinement lancée. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, à balancer un pouce bleu, ça nous aide énormément. Et si vous vous posez la question, mais pourquoi porte-t-il des lunettes de soleil ? Je vous invite à regarder le dernier podcast où oui, vous êtes entré, vous avez pu découvrir The Rustyverse. Allez, générique. Soit. Alors aujourd'hui, on s'intéresse donc déjà à Jake Paul qui affrontera Tyron Woodley dans la nuit de dimanche à lundi. Bien évidemment, vous pourrez compter sur Rusty B et moi-même pour faire un récap, pas piquer les hannetons juste après le combat, donc lundi matin, tout simplement. Donc là, il y a eu la conférence de presse, ça a un petit peu chauffé après, il y a eu Moi, j'ai apprécié la conférence de presse parce que j'ai retrouvé un Tyron Woodley assez conquérant. D'autre côté, Jake Paul qui aidait dans son onde, et après, Mama Woodley. Ils ont essayé de s'attaquer à Mama Woodley et Rusty B et moi-même ne sommes pas d'accord sur ce qui s'est passé exactement. Il y a des divergences d'opinion, on sait que vous adorez ça, donc c'est parti. Parole à la défense, parole à Big Rusty. En fait, moi, le problème, c'est que je ne sais même pas ce qui s'est passé, en fait. J'ai pas vu la conférence de presse. J'ai juste vu l'espèce de moment où apparemment il y a eu des trucs sur la maman de Tyron Woodley ou quoi. Je n'ai rien compris de ce qui se passait, j'ai rien compris à qui disait quoi. J'ai juste vu la sœur Tyron Woodley qui s'est posée devant un mec et qui visiblement elle-même en avait gros. Mais j'ai rien compris à rien en fait. Donc je peux même pas dire donner une opinion de quoi que ce soit. J'ai pas compris ce qui se passait, je n'ai pas vu la conf de presse, donc je pense que je suis en position inutilité totale en fait. Pour changer. Non, je plaisante bien évidemment. Oui, c'est ça en fait, je trouve à mon sens le gros problème de ce qui s'est passé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat ou sur YouTube ce que vous avez pensé de tout l'après conférence de presse. C'est que tout le monde a expliqué aussi bien sur ESPN, Ariel Helwani, MMA Junkie et d'autres médias que c'était ugly, que c'était dégueulasse ce qui s'est passé. Même Jake Paul a dit on a peut-être un petit peu dépassé les bornes, je veux bien vendre du pay-per-view, mais aujourd'hui il y avait, après que j'ai expliqué à quel point j'étais content que ce soit important de mettre en avant les femmes parce que le co-main event est un combat 100% féminin, j'ai trouvé qu'on était allé un petit peu trop loin, que les deux camps avaient dépassé un petit peu les limites. Alors on nous l'a dit que là aussi Jake Paul avait dépassé les limites, mais ce qui est dingue c'est qu'on n'a pas su exactement ce qui s'était passé de part et d'autre, et le seul moment qui était un petit peu audible tout simplement, donc à savoir après l'incident où Tyron Woodley échange avec un des membres de la team Jake Paul, les deux sont juste là en train de bah non j'ai rien dit sur ta mère, donc c'est assez bizarre ce qui s'est passé. On sait juste que les deux étaient extrêmement énervés, c'est tout, et que maintenant selon toute vraisemblance c'est devenu personnel, en tout cas moi à ma petite échelle, je pense que c'est allez, quelque chose en plus à mon avis pour faire vendre un petit peu plus de pay-per-view. Ouais, sûrement. Enfin, on aurait envie de dire quand même que la règle implicite, c'est que on touche pas aux mamans, enfin comme dirait Fatal Bazooka, tu vois. Mais en fait, maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à discerner ce qui est de l'ordre de utiliser n'importe quel moyen pour vendre du pay-per-view parce que c'est l'occasion pour beaucoup de tous ceux qui sont en train de baigner là dans cet événement de devenir riches. Donc c'est très compliqué en fait de faire le tri. Et d'ailleurs, ça permet de faire une tangente. Je sais pas si si c'est le moment ou pas, mais sur, tu sais, justement le mec, on est en train de dire, les gens sont en train de gagner de l'argent, qui qu'il soit, dans tout ce qui se passe. On pourrait parler justement du gars qui est au Bellator, qui va combattre sur la même carte que Jake Paul, qui est pote avec Jake Paul, et qui a révélé que en 2 mois de camp d'entraînement en tant que sparring partner pour Jake Paul, il avait remporté plus d'argent, gagné plus d'argent qu'en 6 ans en étant combattant pro de MMA, sachant qu'il combattait au Bellator. Alors que son dernier combat au Bellator, il a touché 3000, plus 3000 pour combattre, et 3000 de bonus à la victoire. Ouais, donc bon, sans faire le génie des mathématiques, sans être Rain Man, tu vois, mais donc ça veut dire que probablement que là, pour 2 mois de camp d'entraînement, il touche peut-être, je sais pas, 50 000 ou 60 000, quoi. Et c'était la conclusion donc de ce gars-là qui s'appelle Anthony Pretty Boy quelque chose.
c'était de dire, c'est quand même, je sais plus quel est le mot exact qu'il a utilisé, mais en tout cas en substance, ça fait quand même chier que qu'on en soit là au niveau du MMA, quoi. Enfin, qu'on soit obligé d'être sparring partner d'un mec comme Jake Paul pour gagner sa vie enfin, quoi. C'est vrai que c'est chaud. Entièrement d'accord, Rust, on a Ben qui nous apporte des informations supplémentaires. La team Paul a dit que Woodley n'avait pas de team. Sa mère a répondu, but he got his mommy. Oh, Ouais. Et le mec de la team Paul a sorti, on n'est pas à la maternelle. Et ça a dégénéré. Oh, c'est pour ça? ouais, c'est pour ça. Bah, y a rien. Ils ont dépassé les limites, Rust. Ils ont dépassé. Ils n'avaient rien du tout. Ils ont rien dépassé du tout. Mais y a rien, là. En fait, mais c'est ça le souci, c'est que, tu vois, d'un côté, c'est quand même assez intéressant parce que du coup, ça veut dire que là, à partir de littéralement un sandwich au rien, ils sont partis sur c'est trop, ça dépasse les bornes, maintenant c'est personnel. Là, je peux vous dire que ça va prendre une autre tournure. Si c'est vraiment sur ça, ouais, on est vraiment pris pour des imbéciles, quoi. Wow. Non, mais en vrai, si c'est ça, on est pris pour des brouettes là. Wow, 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 wow. Ils se tapaient. Wow, Rusty. Non, mais oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ils ont peut-être un petit peu surréagi par rapport à ce qui avait été dit. En Bah tout oui. cas, il y aura bientôt la pesée. Une occasion supplémentaire pour que les tensions un petit peu augmentent et puis que ce soit un véritable succès en pay-per-view. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Rust? Ben non, mais je suis juste. Attends, on va de toute façon, heureusement, on va passer à des nouvelles qui sont un peu plus intéressantes et plus réelles. Mais bah, du coup, vu qu'on découvre là tous ensemble, enfin disons toi et moi, parce que du coup c'est l'auditeur qui a eu l'information, mais si effectivement c'est ça, c'est ridicule quoi. Parce que en plus, limite la répartie est pas mauvaise de dire bah, on n'est pas à la maternelle. Ce que dit la maman de Petit Wood, c'est rigolo, c'est mignon, mais dans aucun des cas là, on est en mode, enfin, je brûle ton drapeau et ta femme, je vais lui faire des trucs quoi. Enfin, là, c'est juste mignon quoi. Enfin bref. Particulier. Enfin bref, est-ce que Oui. ça se passe toujours bien là le live dans le chat? Parce que je sais pas, mon ordinateur m'envoie des signaux assez contradictoires. Les appels à l'aide. Donc, bon. On a Anderson qui nous dit bien parler, Russ, c'est abuser le combat. C'est pas censé être juste un service qu'on nous vend, c'est tout un art. Ils sont en train de ridiculiser cet art avec de la fausse bagarre bête et méchante. C'est nul. Ouais, parce que c'est bête là, c'est vraiment bon. Et là, je suis sûr qu'on va se faire arracher. De toute façon, quand on parle de Jack Fall, on se fait arracher quoi qu'il arrive. Mais disons là, je pense que c'est encore plus bête que ça n'aurait pu l'être, que ça ne l'était par les différentes déclarations. Enfin là, en fait, c'est même pas juste. On nous vend, comme dirait si Nick Diaz était parmi nous, enfin il est encore parmi nous, mais je veux dire si Nick Diaz était là, il dirait on nous vend des wolf tickets, c'est l'expression en anglais, pour dire qu'en gros on nous prend pour des imbéciles. Bon bah là, c'est une chose de faire un combat de cirque, c'est une chose de faire un combat de cirque, c'en est une autre de s'inventer littéralement des soucis à partir de rien quoi. Oh, j'en peux plus. Moi-même j'ai peut-être un peu déconné. Si Nick Diaz était toujours de ce monde. Ouais. En tout cas, Nick Diaz qui revient fin septembre prochain. Ah ouais. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, on a besoin de vous dans le chat et sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire. On se pose la question de refaire une nuit blanche la sueur. Donc, en fonction de vos retours, peut-être que ça se fera ou non. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Ce serait à Paris, en tout cas. Ce serait à Paris, bien évidemment. Vous le savez actuellement, il faut le pass sanitaire. Donc, il faudra le pass sanitaire pour participer à ça. Ce sera dans les mêmes conditions que les précédents. Donc, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à nous faire savoir et puis on verra ce qu'on pourra faire. Alors, Rust, donc, et le reste, là c'est parti. C'est un petit conte du père Rusty avant conte du père Rusty. Du storytelling, une véritable histoire. Quelqu'un qui a fait un parcours incroyable, un sacré périple pour aller au bout de ses rêves, au bout de son combat à l'UFC. Russ va vous en parler, mais avant que Russ vous en parle, je règle un petit peu son son pour qu'il soit parfait, parce que oui, vous le savez, on le sait, hein, il y a pas mal de personnes qui apprécient la voix de Rust, et donc là, il faut que ce soit dans des conditions parfaites pour qu'il vous raconte cette histoire incroyable, mais vraie. Rusty, c'est parti.
En fait, ça concerne un gars qu'on avait évoqué dans les précédents podcasts, celui qui était sur, je crois qu'on l'avait appelé gros KO et prospect, enfin des KO et des prospects, un truc comme ça. Parce qu'en fait, sur une des dernières cartes de l'UFC, il y a un gars qui a gagné son combat par par soumission. Il me semble que c'était une guillotine ou peut-être étranglement arrière. Peu importe. Au troisième round de son combat, c'est Saïd-Yokoub Kakramonov. C'est un prospect, il est super jeune, il est prometteur, et en fait, déjà, c'était incroyable parce que, comme on l'avait évoqué dans ce podcast-là, il a pris le combat à 4 jours en étant en Ouzbékistan. Il a eu donc l'UFC, son manager à travers l'UFC à travers son manager, je l'ai appelé alors qu'il était en Ouzbékistan. Et il est venu, et 4 jours plus tard, il a réalisé une grosse perf, un gros combat, disputé, mais gros combat, et il a fini son adversaire. Rien que ça, c'était stylé, parce que déjà de dire, que le mec il est prêt à tout, parce qu'on rappelle qu'il y a la pesée, c'était en bantamweight, c'était pas en poids lourd, donc ça veut dire qu'il y a forcément du weight cut qui est dans l'équation. Donc déjà c'était énorme, le fait qu'ils prennent ça comme ça, qu'ils finissent avec une victoire, c'était incroyable. Mais il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur les conditions et comment s'est passé son voyage jusqu'aux États-Unis pour qu'il arrive à temps pour combattre le samedi soir, et donc c'était à Las Vegas, il me semble, à l'Apex. Et c'est complètement délirant. En vrai, c'est vraiment une histoire. Enfin, franchement, tu peux limite le scénariser pour un truc avec Tom Hanks ou je sais pas trop quoi. Je sais même pas pourquoi Tom Hanks, mais vraiment, ce serait à la limite du crédible, quoi. En gros, à la base, il est ouzbek, du coup, Saïd Yokoub, mais en fait, il vit et il s'entraînait depuis des années déjà aux États-Unis. Il avait fait plusieurs villes, il me semble, il y en avait en Californie, il est allé dans l'Illinois, etc. Et en fait, sa carrière était un petit peu entre deux eaux, et lui-même disait, je croulais sous les dettes. C'était extrêmement compliqué pour moi de me maintenir à flot. Au moment où en fait il est parti, parce que donc la raison pour laquelle il était en Ouzbékistan, au moment où l'UFC l'a appelé, c'est qu'en fait son père lui a dit, bah écoute, viens te changer les idées en Ouzbékistan, parce qu'en fait à ce moment-là il était en dépression à Los Angeles, là où il s'entraînait et où il essayait de faire décoller sa carrière. Il vivait dans un appart où il n'y avait pas de meubles parce que pas assez de thunes. Il dormait sur un tapis avec juste un oreiller. Il venait de se faire tirer je sais plus quelle partie de sa voiture. Donc en gros, enfin vraiment, mais tu sais, comme dans Astérix, le ciel lui est tombé sur la tête limite. Et en gros, il était en dépression. Il était en mode, mais putain, enfin, j'espérais le rêve américain, machin et tout. Et là, en fait, je me rends compte que j'y arriverai jamais. C'est pas possible, machin. C'était très compliqué pour lui. Son père l'appelle, lui dit, écoute, viens en Ouzbékistan, viens te ressourcer, machin. Il y va. Il y va, et en fait, c'est à ce moment-là, donc alors que effectivement sur je sais plus, ça faisait peut-être 5 ans qu'il était aux States, non, depuis 2010, donc ça faisait déjà 10 ans qu'il était aux States, l'UFC ne l'a pas appelé, etc. Il galérait, et c'est à ce moment-là que l'UFC décide de l'appeler. Et en gros, il a répondu à son manager, de toute façon, quoi qu'il arrive, dites-moi, donnez-moi une date, donnez-moi un lieu, et j'y serai quoi qu'il arrive, dit-il à son manager à ce moment-là. Faut savoir que si vraiment toutes les étoiles s'alignent, mais vraiment, mais les voies lactées, même tu mets 14 heures pour faire Ouzbékistan jusqu'aux States. Apparemment, c'est ce que disait l'article. Ça veut dire que quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, vu qu'il avait eu la nouvelle le mercredi, ou je crois que c'était le mardi soir, un truc comme ça, quoi qu'il arrive, ça voudrait dire que du coup, il arrivait genre peut-être le mercredi matin ou mercredi midi aux States, et donc il lui restait, puisque le combat était le samedi soir, grosso modo 3 jours pour perdre le poids, sachant qu'il n'avait pas eu le temps de faire ce qu'on appelle du waterloading, c'est-à-dire de boire énormément pour pouvoir évacuer des liquides beaucoup plus facilement. Il n'avait pas commencé de wake-up de quoi que ce soit, et il disait lui-même, d'ailleurs, Saïd Yokoub, en fait, je ne m'entraînais même plus parce que dépression, etc., comme on vient de le dire. Mais donc, peu importe. Il dit, de toute façon, c'est ce moment-là. C'est ce que j'ai attendu toute ma vie. Quoi qu'il arrive, donc, il dit à son manager, tu dis oui, j'accepte. Et en gros, il est parti. Et en gros, il dit, le voyage jusqu'aux States, donc il y a eu une escale à Moscou qui a duré on ne sait pas trop combien de temps, mais apparemment du coup il a dû changer d'aéroport, et pendant qu'il change d'aéroport... Mon cher Rust, je suis entièrement d'accord, Oui. je me permets de couper Rust dans sa folle envolée, parce que là c'est passionnant, c'est absolument passionnant, on a des réactions dans le chat qui nous disent « Waouh, c'est The Wire, c'est un truc de fou cette histoire-là ». Ouais. Et vous ne connaissez pas la fin, c'est juste qu'il y a un tout petit problème de son que je m'empresse de régler. Voilà, et là c'est parti. Voilà les gars, vous pouvez à nouveau profiter. Je m'éclipse, je ne vais plus interrompre Rust. Ben non, mais tout simplement, du coup, voilà, il dit, bon voilà, là on est reparti. Il dit, quoi qu'il arrive, j'arriverai aux États-Unis, je ferai le combat à temps, etc.
Donc il prend son avion. Et il dit, mais il y a eu des périples. En gros, il y a un moment donné, il a fait une escale et il a dû changer d'aéroport. Et en gros, comment dire, le temps était tellement short qu'en gros, il a pris un taxi. Il y avait un laps de 10 minutes et en gros, il restait théoriquement genre peut-être une demi-heure de voiture, etc. Et en gros, bah, il aurait dit au conducteur de taxi, Saïd Yokoub, ok, bon bah là, maintenant, si tu casses pas les règles et si tu ne fais pas en sorte, quelle que soit la raison, tu fais ce que tu veux, mais que j'arrive à temps, c'est avec toi je vais combattre, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, en rigolant, tu vois, mais enfin juste pour dire à quel point c'était serré. Il arrive, il y a des avions qui ont du retard 40 minutes qui font qu'il a du mal avec sa correspondance. Il y a même un moment donné où en fait il est arrivé apparemment sans bagages aux States, puisqu'il y a un moment donné où c'était tellement short au niveau du temps qu'il a même pas eu le temps de faire le check-in pour ses bagages. Il a dû s'engouffrer le plus vite possible dans l'avion pour se barrer. Et en gros, il y a eu tous ces trucs-là, mais en mode vraiment, mais c'est apparemment un film du début à la fin, mais qui a fait qu'il a quand même réussi à arriver à temps à Vegas pour son combat. Et encore plus fou, donc là, il est arrivé à Vegas, mais il rajoute que cet adversaire, Trevin Jones, qu'il a combattu et contre lequel il a gagné et où il a placé, contre lequel il a réussi à placer sa soumission, en gros, il y a plusieurs années de ça, il avait suivi la carrière de Trevin Jones. Il avait suivi le moment où apparemment Trevin Jones avait été, avait été accepté à l'UFC, avait signé à l'UFC. Et Saïd Yokoub dit, j'ai rêvé ce jour-là que j'allais combattre Trevin Jones dans un futur proche. Et en gros, il dit, bah, voilà, je me suis dit, putain, ça va forcément arriver. Il l'a rêvé la nuit suivante. Et bah, du coup, des années plus tard, ça se matérialise d'une manière complètement cinématographique au possible, et il finit par remporter son combat. En fait, c'est ce genre d'histoire où tu te dis, si jamais ce mec-là devient champion, il aura peut-être une des histoires mais les plus stylées de tous les temps pour ce qui est de son entrée à l'UFC et du début de ce qui sera peut-être son succès. C'est complètement fou. Exactement. C'est une histoire complètement dingue, Rust. On nous dit dans le chat, attention, on voit Madame dans le miroir. Mais non. Seriously. Oui. Bon, jeez. Ok, on va se mettre comme ça. On te voyait dans le miroir, en fait. Ok. Ouais. Mais en tout cas, quelle histoire. Mais attends, vous étiez pas très concentré sur mon histoire, visiblement, les gars. Non, mais l'histoire quand même dingue. En tout cas. Mais oui, une histoire de fou, mais vraiment une histoire complètement dingue, quoi. Enfin, on n'aurait pas pu la scripter, quoi. Et on nous dit notamment Vendounet, il lève toujours son froc à l'heure où Rust en parle, le chauffeur de taxi. On peut le voir comme ça aussi, ouais. Mais ouais. Non, et donc c'est vraiment stylé. Et il finit d'ailleurs par une punchline en disant I gambled big time on myself. It was the biggest gamble I ever did in my life. Donc en gros, en français, j'ai misé sur moi. Genre, j'ai misé très très gros. C'était la plus grosse mise que j'ai jamais faite dans ma vie. J'ai le plus gros risque que j'ai jamais pris. Mais du coup, ça a payé. C'est absolument incroyable. Franchement, et rien que pour ça, c'est cool parce que là, j'ai juste envie de suivre sa carrière et je vais comment dire en français, je sais pas, mais je vais le suivre et purée, je l'ai pas. Cheer. Le soutenir, le supporter. Et le soutenir, le supporter de toutes mes forces, juste parce que j'ai envie que ça fasse une belle histoire jusqu'au bout, tu vois. Eh ben, mais rendez-vous compte, parce que honnêtement, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que quand Rust suit quelqu'un de toutes ses forces, ça change des carrières. Ça change des carrières. Honnêtement, peut-être que si Rust n'avait pas suivi Cyril Gane de toutes ses forces, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Ah bah ça, oui, mais je pense qu'on peut m'attribuer son succès. Non mais bref, mais comme quoi, c'est ce qui fait, mine de rien, la beauté du MMA, c'est qu'il y a tellement d'histoires comme ça qui sont passionnantes. C'est fou, ouais. Et puis surtout, vraiment, je pense que c'est l'un des rares sports où on a des personnalités comme ça qui sont aussi haut niveau, et quand je dis aussi haut niveau, c'est à l'UFC, donc la plus grosse organisation, et qui viennent d'endroits différents, de parcours différents, où leur vie peut vraiment changer comme ça. Parce qu'on se souvient, même c'est Khamzat Chimaev, je crois quelques mois avant de signer à l'UFC, il était à ça d'abandonner parce que justement sa carrière n'avançait pas. Mais les gars, Conor McGregor au moment où il a reçu le call de l'UFC, il était en train de réfléchir à prendre sa retraite parce que c'était trop la merde et que à ce moment-là, je sais pas si c'était au moment où il a signé avec l'UFC ou quelques mois ou quelques semaines avant, mais il collectait les chèques du welfare, quoi. Enfin,
Oh la vache, faut vraiment que j'arrête de faire ces anglicismes, mais je l'ai pas. Hein. Quand je fais des anglicismes, c'est vraiment que je l'ai pas. Il Oui, c'est connaissait des chèques de... l'équivalent des aides sociales Ouais, c'est irlandaises. ça, voilà. Ouais. Par Donc contre, Rust, oui, dans le chat, on me dit, maintenant, on voit monsieur dans le miroir. Quoi? Non, mais rien du tout. Mais non, mais je plais ça, mais non, il y a personne. Ah putain, oh là là, mais je suis trop naïf. Hein. Ah non, mais par contre, c'est une vraie blague, donc on la doit à monsieur Sweezy qui nous dit maintenant on voit monsieur dans le miroir, c'est vrai que c'était assez marrant. Et donc on va finir, Russ, par, allez, le petit sujet un petit peu hot take de l'actu en soir d'aujourd'hui. C'est Dustin Poirier qui participait à une séance de... Juste, je sais pas. Moi, attends, maintenant, je t'ai interrompu de façon honteuse, mais vas-y. Tu voulais poursuivre? Juste, tu vois, je voulais pas poursuivre, simplement rajouter un espèce de petit appendice sur cette anecdote de Seydou Koub en disant c'est extraordinaire et ça peut faire des carrières de ouf. Mais on peut aussi citer un truc, parce que bon, bah, on se doit de le dire, que tu m'as dit juste avant qu'on commence le live par rapport à un gars qui était censé affronter Jack Shore. Oui. Et tout ça pour dire, bah, il y a des gens pour lesquels tu as l'impression que c'est un conte de fées. Et il y en a d'autres, et que c'est le rêve américain et tout ce qu'on veut, et il y en a d'autres pour lesquels, en fait, faut les citer aussi parce que dire que c'est, comment dire, ça arrive aussi, mais dans l'autre sens en fait, dans le sens, tu crois que ça va être un truc de ouf, et en fait, ça ne marche juste pas en fait. Et ce gars-là, c'était l'adversaire de Jack Shore, qui est lui-même un prospect, etc., qui était censé combattre Jack Shore à l'UFC. Et il venait d'être signé à l'UFC et apparemment pour ce combat-là, et il s'est blessé et apparemment l'UFC l'a viré, l'a licencié sans ménagement, d'après ce que j'ai compris, hein, d'après ce que tu m'as dit. Exactement, je suis en train de récupérer le nom de la personne, mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Donc c'est pour dire aussi, là encore, hein, que tout peut aller très vite, comme disait Rust, en positif comme en négatif. On se retrouve à être en short notice, à ça de réaliser son rêve UFC, et puis voilà. Mais là aussi, enfin, comment? Je pense que ça joue du côté du combattant forcément, du côté du manager aussi, parce que si t'as un manager qui est assez prestigieux, je pense que tu te fais pas virer de l'UFC comme ça. On se souvient par exemple, c'était Gilbert Burns, tu vois, qui devait affronter Kamaru Usman, donc c'était une situation différente, mais il devait affronter Kamaru Usman, ouais, il a le Covid, et finalement l'UFC l'attend, il lui dit t'auras quand même le title shot, rassure-toi. Alors qu'il y a d'autres gars justement qui eux aussi ont des situations similaires, ils se blessent ou ils ont une maladie, plus jamais ils revoient le title shot, on leur dit bon bah t'attends le prochain combat. Donc je pense que tout dépend aussi des relations avec l'UFC. Après, c'est comme Gilbert Burns était peut-être un. Oui, t'as raison. De toute façon, le fait qu'il soit managé par Ali Abdelaziz, de toute façon, quoi qu'il arrive et quel que soit le sens dans lequel on retourne le Rubik's Cube, c'est un avantage énorme parce qu'on sait que Ali Abdelaziz, on va pas non plus dire que c'est un contre-pouvoir à l'UFC, c'est pas vrai. Mais il a une telle importance, et il a un tel impact, et il a tellement de combattants, importants, que effectivement, c'est pas. Je pense que c'est un manager où quand t'es l'UFC, bon, c'est eux les boss, mais t'as pas envie nécessairement d'avoir de mauvaises relations avec. Après, c'est vrai que ce gars-là, donc je ne sais pas comment il s'appelle, mais dans son combat contre Jack Shore, c'est vrai que après, comme il avait probablement même pas un nom, de toute façon, c'est vrai qu'il partait avec quasiment aucune chance que ça marche, quoi. Je pense que Chris Moutinho, pareil, hein, s'il avait dit oui à Sean O'Malley mais qu'il s'était blessé, bah probablement que l'UFC soit l'aurait licencié ou lui aurait pas fait de cadeau de toute façon. Mais ouais. D'ailleurs, ce serait effectivement intéressant de voir quel est le management de ce gars-là qui devait affronter Jack Shore. Mais parce que je te rejoins, si ça avait été Ali son manager, il y a peu de chances qu'il se serait fait. Donc c'est Ziad Lachishvili qui avait signé à l'UFC il y a quelques jours pour affronter Jack Shore en short notice à l'UFC Vegas 36 le 4 septembre, vient d'avoir une blessure et a été released, donc libéré de son contrat par l'UFC. Voilà. C'est dur. Et du coup, ils ont trouvé un autre remplacement ? J'ai pas d'infos là-dessus. Mon cher Rust. En tout cas, à suivre. Donc le dernier sujet, donc c'était Dustin Poirier qui avait participé à une petite séance de Q&A, questions-réponses donc avec Laura Sanko, je crois, d'ESPN, et on lui avait posé la question. Alors, est-ce qu'après avoir remporté la ceinture lightweight de l'UFC, il se lancera à la conquête du titre welterweight? Et il a dit oui, bien sûr, je le ferai. Donc on se pose la question, Rust. Dustin Poirier contre Kamaru Usman ou Colby Covington,
qu'est-ce que ça pourrait bien donner? Est-ce réaliste ou non? Sachant qu'en plus là, je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'enfin, vous savez, les combattants, c'est assez rare qu'ils s'expriment sur leur poids hors combat, le fameux walk-around weight, où ils en parlent que une fois qu'ils ont terminé leur carrière de MMA. Il y a Tyron Woodley qui s'est exprimé à ce sujet-là il y a quelques jours au micro de Morning Combat. Il disait qu'effectivement, quand il était champion, il se trimballait donc en hors poids training camp, il était à 93 kilos. Non, mais... 93 kilos 93 kilos, Tyron Woodley. Donc je pense qu'à mon avis, Kamaru Usman, il est dans ces eaux-là. Dustin Poirier a expliqué que lui était chaud pour monter, mais qu'effectivement, je crois qu'il dépasse pas les 86 kilos ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que tu penserais d'un Dustin Poirier contre Kamaru Usman ou Colby Covington? Est-ce que ça t'intéresse? Et surtout, en préambule, il convient quand même de dire que Dustin Poirier a toujours dit qu'il aimerait un jour ou l'autre combattre chez les moins de 77 kilos. Ben, ce serait intéressant. On l'avait évoqué un petit peu dans le podcast précédent. Ce serait intéressant. Enfin, à voir déjà. Ce serait cool que d'abord il valide, parce que c'est un des meilleurs lightweight de tous les temps, mais il n'est pas encore champion. Il a été intérimaire, mais il n'est pas encore champion undisputed. Donc déjà, ce serait intéressant qu'il valide la ceinture. Et s'il la valide et qu'il décide de monter tout de suite, bah, carrément, ça peut être intéressant. En fait, c'est vrai que voilà, il avait dit Dustin Poirier qu'il était à 176 pounds le jour de son combat contre Max Holloway. Et apparemment, je crois, c'est genre 80 kilos, un truc comme ça. Ouais, 79, un truc comme ça. Et apparemment, en poids naturel, il est, comme tu l'as dit, aux alentours de 86 kilos. 86 kilos, s'il combat en welterweight, effectivement, ça fait un bon petit weight cut déjà quand même. Il serait pas forcément, je pense, désavantagé au niveau de la puissance ou quoi, parce que s'il fait bien sa montée, je pense que 86 kilos, c'est à mon avis ce que pèsent les Jorge Masvidal, ce que pèsent les Cowboy Cerrone quand ils sont hors training camp aussi. Donc ça veut dire que c'est voilà, tu peux très bien être en welterweight et avoir ce gabarit-là, ce poids-là en dehors du combat. Et la raison pour laquelle je les cite, c'est parce que à l'inverse, t'as des gars effectivement comme Tyron Woodley, donc tu l'as dit, qui sont à 93 kilos, des gars comme Usman qui à mon avis sont dans ces eaux-là aussi. Donc et qui eux en plus du coup surtout Kamaru Usman, ça joue beaucoup quoi. Enfin c'est un rocher, que ce soit en lutte ou que ce soit dans sa manière de striker. Il l'aimait, quoi, quel que soit le poids qu'il a le jour du combat, il l'aimait dans chacun de ses jabs, quoi. Ce serait intéressant. En plus, contre Colby Covington, il y a déjà un passif. Les deux sont pas timides lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur l'un ou sur l'autre. Il y a déjà du bif par rapport à ce qui s'est passé à ATT, à l'American Top Team. Donc, il y a des combats intéressants. Stylistiquement, ce serait intéressant aussi. Oui, moi je suis très chaud, quoi. En fait, j'ai un peu du mal à en parler parce que là, ce serait vraiment littéralement mettre la charrue avant les bœufs, quoi, parce que il est pas encore champion, mais ce serait intéressant. On a moi la box 75 qui nous dit déjà septembre 2022 Dustin Poirier versus Colby Covington pour le titre des welter. Ah, ça veut dire que I see what he did there. Ok. Donc ça veut dire qu'on en connaît un qui voit Kamaru se faire détrôner très bientôt, quoi. Hot take. Bah, en tout cas, c'est possible. Et là, il y a Clément Dia aussi, fidèle parmi les fidèles, Clément. S'il arrive à avoir les 2 ceintures, pensez-vous qu'il serait capable de retourner en featherweight pour avoir les 3 ceintures et être le premier à faire ça? Je pense, oui, en featherweight handisport, hein, parce que faudrait qu'il s'arrache une jambe. Ouais, non, c'est clair. Bah, en fait, c'est la raison pour laquelle il est monté en lightweight, c'est que vraiment, il était obligé de se dessécher, mais d'une manière qui n'est absolument forcément pas saine. Et ouais, ce serait de monter d'une catégorie pour redescendre ensuite 2 catégories en dessous. Ça paraît, en étant monté en âge et en ayant habitué son corps à un certain gabarit hors combat, ça me paraît fou. Ça me paraît complètement fou. Ouais. À la limite, tu sais, je le vois presque monter en middleweight s'il faut à un moment donné plutôt qu'aller en featherweight, quoi. En tout cas, à suivre, mon cher Ross. Moi, personnellement, Dustin Poirier, je pense qu'il aurait sa place chez les welter, mais j'aimerais vraiment bien, pour le coup, tu vois, le voir passer par une case intermédiaire. Pourquoi pas Nate Diaz, pourquoi pas Nick Diaz, mais vraiment le précipiter directement face à Kamaru Usman ou même à Colby Covington. Je trouve que la marche est trop haute et c'est un petit peu trop court-termiste à mon goût, dans le sens où s'il s'impose, bah il a déjà fini le jeu en welter, donc qu'est-ce qu'il peut bien faire d'autre? Par contre, s'il perd, je pense qu'il perd brutalement, et là, soit la redescente en lightweight, bah aura beaucoup moins d'intérêt parce que les gens l'auront vu se faire déglinguer très clairement, ou alors
Ouais, ou alors il se retrouvera dans une situation, tu vois, où il peut même pas retourner en lightweight parce que peut-être que la catégorie aura déjà avancé sans lui. Enfin, tu vois, moi je préfère quelque chose, un petit combat un peu fun mais sportivement intéressant dans un premier temps et ensuite qui s'attaque au champion. Parce que d'autant plus que je suis allé quand même par curiosité, mais revoir un peu les comment ça s'appelle, les dimensions, les mensurations de Dustin Poirier. Pour un lightweight, il est normal, mais il n'est pas spécialement grand ni avec une allonge exceptionnelle. Du coup, en welterweight, là, vraiment, il serait désavantagé. 1m75, mais surtout 1m83 d'allonge. Probablement que je pense presque une écrasante majorité des welterweight qu'il rencontrerait, je pense, serait avantagé sur ce terrain-là. Et pour quelqu'un qui se repose beaucoup sur son anglaise et qui n'est pas forcément mobile, c'est vraiment juste de la science de l'anglaise, ça peut poser un problème, je pense. Et c'est là que, au-delà du gabarit purement genre au niveau du poids, les dimensions pourront le désavantager d'une manière un peu relou. Enfin, genre, je vois bien pour le coup, tu vois, un Colby Covington réussir à vraiment l'emmerder avec soit ses jabs ou des directs ou même des tips, des trucs comme ça. Et ça peut être relou, quoi. Ça peut être relou. Je vais aller voir d'ailleurs Colby Covington, lui, quelle est sa... Mais en tout cas, c'est vrai que pour... écoutez, écoutez, c'est intéressant parce qu'on a eu le fil d'une réflexion, mais en fait, c'est kiff-kiff, puisque il est plus grand, il fait 5 cm de plus Colby, mais en fait, son reach est équivalent. Voilà. Donc écoute, je ne sais pas, à voir. Une réflexion rustienne, voilà comment ça se passe. Bien, bah vous savez, Big Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 40% en ce moment sur tout MyProtein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de La Sueur. Mon cher Rust, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ce que je voulais préciser qui était quand même important, c'est qu'au niveau des lives, alors il y a le rendez-vous du lundi qui est à 17h30. Là, on essaie de voir un petit peu dans le calendrier pour bien se caler, pour essayer d'avoir des horaires fixes. Et puis le reste, quand on fait ces petits actus en sueur, c'est généralement le matin, sauf quand ça se place à 18h20, comme aujourd'hui. Voilà. Allez, on vous souhaite une très bonne journée. On est aussi sur toutes les plateformes de podcast, vous savez, Spotify, Deezer et j'en passe. Ouais. Attends. Je vais juste aller regarder, mais juste par acquis de conscience, le reach du Kamaru. Ah. Bon, ok. Bah, par exemple, tu vois, le Kamaru Usman, il est à 1m93 d'allonge. Ce qui me paraît être compliqué, tu vois. Enfin, je veux dire, là, c'est vrai qu'en anglaise, par exemple, ce sera un autre délire, quoi. Attends, mais ça veut dire qu'il a des... Oui, voilà. Non, c'est tout. c'est tout. My goodness, God. Allez. Nickel. Putain, c'était laborieux aujourd'hui. Ah ouais, purée. On a dû y passer, je pense, bien 3 heures. Hein. Eh oui. Et sachant qu'en plus, j'ai appuyé sur mute et on est toujours pas mute. Bon bah allez, salut les gars.